Voilà. Il y a quelques jours, il y a tout juste une semaine, jeudi dernier, nous avions un grand colloque précisément sur la dimitude, dimitude et djihad, et notre objectif dans ce colloque était de décortiquer le narratif des islamistes et de le décortiquer, de l'identifier et de le dénoncer. Alors, vous allez me dire quel rapport entre les femmes iraniennes et le narratif des islamistes? Eh bien, le rapport est tout à fait évident en fait, parce que qu'est-ce que c'est que la dimitude? C'est un système qui déclare, qui entérine et qui prescrit l'oppression des mécréants, et qu'ils sont tous ceux, en fait, on enveloppe dans le mépris tous ceux qui n'ont pas choisi la bonne religion. Et c'est le système de la dimitude, un système extrêmement oppressif. Je crois que Battior, qui est là, en parlerait beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas être très long, je vais juste en dire quelques mots et expliquer pourquoi on se préoccupe ce soir de la question des femmes en Iran et pourquoi ça nous concerne beaucoup. Alors, je vais donner juste un exemple de ce que, cette dimitude, quelque chose qui a évidemment trait à l'actualité, la charte du Hamas, qui rappelle que les mécréants n'ont pas le droit de diriger un pays, n'ont pas le droit d'être supérieurs aux musulmans. Et en ce qui concerne le Hamas, c'est le cas pour la Palestine. Les, les, les non-musulmans ne doivent pas diriger la Palestine. Et la charte dit que juifs et chrétiens ne peuvent vivre en Palestine, et je cite, que à l'ombre de l'islam. Donc, vous voyez, c'est donc un système qui définit une supériorité de certains individus sur l'autre en fonction d'un critère religieux, et ça correspond tout à fait à ce que, dans un système de pensée universaliste, nous appelons une forme de racisme, et les intersectionnels diraient un racisme systémique. Oui, c'est donc une forme de racisme qui est liée à la charia et à l'application de la charia. Alors évidemment, un racisme peut en cacher un autre. Une forme de discrimination ouvre la voie à d'autres formes de discrimination. Et c'est ce qui se produit également, puisque ça concerne les femmes qui sont quand même la moitié de la population et qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Ça concerne aussi, on y viendra dans un Zoom prochain, ça concerne aussi les Noirs, les Africains, euh, qui, voilà, un racisme ouvre la voie à d'autres formes de racisme et dans les sociétés gérées par la charia. Donc, je vais maintenant passer la parole rapidement à Sonia Zadig. Alors, juste avant, je dois excuser notre vice-présidente Claire Brière qui s'excuse de ne pouvoir être là ce soir. Et donc, je te donne la parole, Sonia, pour diriger la soirée. Bonsoir à tout le monde. La soirée ce soir s'intitule Résistance au féminin et nous aurons l'honneur d'accueillir Chaparak de l'association Femmes Azadi. Nous avons en effet, Serge Chaparak, le même ennemi et nous avons donc le même but, hein, c'est-à-dire dévoiler ce que l'islamisme fait aux femmes, hein. J'ai toujours cru, et ceux qui me connaissent le savent bien, que c'est avec les femmes, hein. Et c'est surtout avec les femmes, bien sûr aussi les hommes, mais beaucoup avec les femmes, que nous arriverons à abattre les murs de cette prison dans lesquelles les femmes vivent, que ce soit en Iran ou ailleurs, en tout cas dans les pays musulmans. La femme, elle, a toujours été dans cette culture un objet à disposition. Sa réification, j'ose l'espérer, va voler en éclats grâce à nous, grâce à vous. J'ai donc l'honneur d'accueillir Chaparak, avocate associée spécialisée en arbitrage international. Chaparak est cofondatrice et secrétaire générale de l'association Femmes Azadi, qui veut dire liberté en persan. Cette association, créée par une dizaine de femmes franco-iraniennes à la suite du soulèvement révolutionnaire de septembre 2022, a notamment pour mission de défendre les droits des femmes iraniennes qui luttent pour la liberté. Elle se bat pour mettre fin au régime des mollahs
et à l'apartheid de genre en sensibilisant l'opinion publique, les médias et les politiques à la situation du peuple iranien. À vous la parole. Merci beaucoup, Sonia, et merci à Dini Watch de m'avoir conviée à prendre part à cette conférence ce soir. Sonia et moi, nous nous sommes rencontrés début février lors d'un voyage éprouvant, un voyage de mémoire que l'on a effectué à Auschwitz avec 150 femmes. C'est un voyage que l'on n'oubliera jamais. Et aujourd'hui, nous sommes ici encore pour parler d'islamisme et d'antisémitisme. Et pour commencer, je voudrais vous parler du sort qui est réservé aux femmes lorsque l'islam politique prend le pouvoir. En 1979, en Iran, les femmes étaient libres, libres comme en France, de se voiler ou non, de porter une jupe ou pas, de chanter, de danser, de se marier, de divorcer. À la fin des années 70, la femme iranienne n'avait pas grand-chose à envier à la femme française de 2024. Nous avions des femmes députées, ministres, juges, mais ce n'est pas tout. L'Iran était tellement moderne qu'en février 1978, donc un an avant la révolution qui allait faire basculer tout le pays dans l'obscurantisme, on célébrait en Iran un mariage homosexuel. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est à quel point les choses peuvent rapidement basculer. Et comme c'est facile pour nous les femmes ou pour les minorités de nous voir privés des droits qui ont été acquis par nos aînés. Parce que ce que l'homme et la femme font, l'homme et la femme peuvent le défaire. Alors, en bonne avocate que je suis, je commencerai par vous parler du droit et de la place qu'il fait à la femme au sein de la République islamique, depuis que l'Iran est devenu République islamique d'Iran et que cette République islamique a envahi mon pays d'origine et a pris le pouvoir. 6 ans, c'est l'âge auquel les petites filles doivent porter le hijab, parce que c'est l'âge auquel elles sont jugées capables de provoquer le désir chez un homme. 8 ans et 9 mois, c'est l'âge auquel les petites filles iraniennes peuvent être mariées. C'est 15 ans pour les garçons. Et évidemment, quand on marie une fille de 8 ans et 9 mois, on ne la marie pas à un garçon de 15 ans, comme vous pouvez vous en douter. Une femme ne peut pas divorcer à moins que son mari l'y ait autorisé au moment du mariage. Elle n'héritera que de la moitié de ce qui reviendra à son frère. Elle n'a pas le droit de faire de vélo, de moto, d'entrer dans un stade. Elle n'a pas le droit de chanter, elle n'a pas le droit de danser, elle n'a pas le droit d'exercer certaines professions, elle n'a pas le droit, par exemple, d'être juge parce qu'on considère qu'elle ne sait pas faire preuve de jugement, qu'elle ne sait pas laisser ses émotions de côté et donc prendre une décision raisonnable. Elle ne peut pas voyager sans l'autorisation de son père et une fois mariée, sans celle de son mari. Elle n'a pas le droit d'être en présence d'un homme qui ne soit pas son frère, son père ou son mari. Et si c'est le cas et qu'ils sont arrêtés ensemble, elle sera arrêtée et fouettée. Depuis 79, les filles et les garçons sont séparés dans les écoles et même dans les mariages, quand il y a une célébration d'un mariage, eh bien, on a une ségrégation sexuelle avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Quand on entend tout ça, toute personne qui a une mère, qui a une épouse, une sœur, une fille, comprend à quel point tout cela est insupportable. Mais le régime n'est pas seulement cruel envers les femmes. Comme je vous le disais, alors qu'il y a 46 ans, un mariage gay était célébré en Iran, aujourd'hui, l'homosexualité vous conduira à la pendaison. Les chiens sont interdits parce qu'ils sont considérés comme impurs et la pollution étouffe les villes. De nombreux animaux sont en voie de disparition. Il n'y a pas de mesures efficaces qui soient prises. Et c'est pire que ça, puisque le régime emprisonne les personnes qui alertent sur les problèmes écologiques. Et tout ça existe depuis 45 années. Mais depuis 19 mois, il y a une lueur d'espoir qui s'est mêlée à des atrocités qui sont arrivées par torrent aussi, qui a vu le jour. Le 16 septembre 2022, Mahsa Jina Amini a été tué par les autorités iraniennes. Son crime, c'était d'avoir une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Malheureusement, avant Mahsa, nous comptions déjà de nombreuses victimes de ce régime. Je vous parlerai de Reyhaneh.
parce que son histoire a énormément marqué les Iraniens. Leilani était une jeune femme. Elle a été pendue. Elle a été pendue parce qu'un homme a tenté de la violer et qu'elle s'est défendue. Malheureusement, Marsa n'a pas été la dernière non plus, parce que dans les semaines qui ont suivi, il y a eu Sarina, Nika, Addis, Roya, Armita et des centaines d'autres jeunes filles battues, torturées, défenestrées, violées pour avoir revendiqué la liberté d'exister. À peine arrivé au pouvoir, l'ayatollah Khomeini affirmait dans les années 80 qu'il fallait violer les prisonnières vierges avant leur exécution pour qu'elles n'accèdent pas au paradis. Depuis 45 ans, les Iraniens sont réprimés et le viol est utilisé comme arme de répression à leur encontre par les agents du régime. Alors, je vais quand même vous annoncer une bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que le code pénal iranien sanctionne le viol. Mais c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles, parce que le viol conjugal n'est pas reconnu et plus généralement, pour qu'un viol soit reconnu, il faut un témoin oculaire. En l'absence d'un tel témoin, peu importe ce que dira le rapport médical, une femme sera considérée comme ayant un adultère. Et ça peut donner lieu à sa lapidation. Le témoignage d'une femme, donc je vous ai dit qu'il fallait un témoin oculaire, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Donc ça veut dire que quand c'est l'homme, c'est généralement l'homme qui va être l'auteur du viol, eh bien s'il y a une autre femme qui est présente, son témoignage ne permettra pas de faire basculer les choses en faveur de la victime. L'usage du viol, justement, comme méthode de répression, il s'est évidemment intensifié lorsque la révolution Femmes-Vie-Liberté a éclaté en septembre 2022. En décembre 2023, Amnesty International a publié un rapport. Ce rapport, sur 120 pages, il détaille les atrocités qui ont été commises par le régime. Et moi, je voudrais aujourd'hui en profiter pour vous lire des témoignages qui sont issus de ce rapport. Ce rapport, il contient le témoignage de 45 victimes, 12 femmes, 26 hommes, 6 garçons mineurs et une fille de 14 ans. Amnesty les a entendus directement ou a entendu leurs proches ou encore leurs psychiatres. Parmi ces personnes, parmi ces 45 personnes, 10 ont fait l'objet de viols en réunion, impliquant jusqu'à 10 violeurs dans l'un des cas. Et moi, je voudrais commencer par vous lire un témoignage poignant et insoutenable qui est celui du psychiatre qui a pris en charge Shirin. Shirin a été arrêtée parce qu'elle manifestait contre le régime. Et donc, je cite, elle a été détenue dans ce bâtiment pendant environ 9 heures et a été violée 9 ou 10 fois par plusieurs agents. Elle a déclaré que les agents les ont emmenés à plusieurs reprises, elle et les autres femmes, dans différentes pièces, pendant 15 à 30 minutes à la fois, pour les violer et les jeter dans le hall de manière dégradante lorsqu'ils en avaient fini avec elle. Puis un peu plus tard, ils l'emmenaient à nouveau dans une pièce pour la violer. Les agents l'ont violée par voie vaginale et anale avec leurs organes sexuels et avec des matraques. Alors souvent, les auteurs des violences ont culpabilisé leurs victimes en leur expliquant qu'elles n'avaient que ce qu'elles méritaient, puisqu'elles voulaient la liberté, ben voilà, elles l'avaient. Je vais vous lire là-dessus le témoignage de Mariam, qui a subi des viols en réunion et qui est particulièrement euh, qui démontre particulièrement la mentalité qui se trouve derrière. Quand une femme ose réclamer la liberté, ben voilà, c'est ça qu'elle mérite. Ils ont commencé à m'arracher mes vêtements et quand je les ai suppliés d'arrêter, ils m'ont mis un énorme coup de poing dans la bouche qui s'est remplie de sang. Ils étaient trois. Ils m'ont violemment violée, le vagin avec leurs organes génitaux et l'anus avec une bouteille. Après cela, j'ai perdu conscience. Je me suis réveillée quand ils m'ont jeté de l'eau au visage en criant à d'autres, venez chercher cette pute dégueulasse. Pute salope, tu baisais tous les soirs et maintenant tu fais l'innocente avec nous. Les gardiens m'ont jetée dans une cellule comme si j'étais un tas d'ordures. Ils m'ont dit, vous êtes toutes accro au pénis, alors on t'a fait passer un bon moment. C'était pas ça que tu voulais en réclamant la liberté? Quand Mariam appelait Dieu à son secours, voici ce qui lui a été répondu. Il n'y a pas de Dieu ici. Nous sommes ton Dieu. On t'enterrera et personne ne le saura. Mariam était vierge. Elle avait été arrêtée parce qu'elle manifestait et avait retiré son voile.
Je pense qu'il est aussi important de dire que la torture ne prend pas fin avec le viol en lui-même et qu'elle n'a pas touché que la seule victime, puisque souvent après le viol, c'est toute la famille qui est menacée. Donc ce qu'on a beaucoup entendu, c'est que des vidéos étaient tournées par les violeurs, donc qui sont des agents du régime, et conservées pour obtenir le silence de la famille, qui savait que si elle osait en fait ébruiter les faits, des images de son enfant subissant les pires barbaries sexuelles seraient alors diffusées. Là-dessus, je voudrais vous faire part du témoignage de Fahazod. Donc Fahazod, c'est un homme. Et son témoignage démontre évidemment qu'on ne sort pas indemne d'une telle situation, d'un tel viol. J'ai été libérée de prison sans inculpation au bout de quelques jours. Les autorités avaient essayé de trouver quelque chose pour m'inculper, mais elles n'ont rien trouvé. Après ma libération, un de mes amis qui avait également été détenu en prison, puis libéré, m'a appelé pour que l'on se voie. Le lendemain de notre rencontre, il s'est suicidé. Je ne sais pas s'il a également été violé. Il m'a dit qu'il avait été torturé, mais il ne m'a pas dit qu'il avait été violé. Il avait peut-être honte de me dire qu'il avait été violé, tout comme j'ai eu honte de lui dire que j'avais été violée. Alors, la raison pour laquelle je vous lis ces témoignages, c'est que je pense qu'il est fondamental de porter évidemment la voix de ces victimes et de la faire entendre. Et c'est pas que moi qui vous le dis, ce sont aussi ces victimes qui le disent, à l'instar de l'une d'entre elles, dont le témoignage figure également dans le rapport d'Amnesty, et qui nous dit la chose suivante. Nous ne vivons pas en Iran, nous ne faisons qu'exister. Nous n'avons aucun droit humain. Votre soutien nous fait chaud au cœur. Cela nous fait chaud au cœur quand les gens amplifient nos voix. S'ils ne nous soutenaient pas, nous ne pourrions pas continuer. Moi-même, je n'irai plus manifester. S'ils ne nous soutenaient pas, si vous, Amnesty International, n'aviez pas préparé ce rapport qui revient sur les violations des droits de l'homme, si vous ne vouliez pas garantir nos droits, pourquoi irions-nous manifester? Quand nous voyons tous vos efforts, je peux dire que moi, tous mes amis, nous tous, nous ne cesserons pas de descendre dans la rue jusqu'à la fin. Et c'est donc pour ça qu'il est si important de vous parler de ces témoignages, de porter la voix de ces victimes qui ont été si courageuses de témoigner. Alors évidemment, pour la République islamique d'Iran, le viol n'a pas été la seule arme de répression. Il y a également eu des pendaisons. Et pour certains, comme Majid Kazemi, il y a eu viol, puis pendaison. Ce jeune homme a été arrêté le 21 novembre 2022, donc 2 mois après le début de la révolution, dans le cadre des manifestations. Et on lui a reproché d'avoir tué 3 membres des forces de l'ordre. Il n'a jamais été prouvé qu'il était l'auteur de ces crimes. Et en réalité, même des vidéos de son magasin montrent qu'à l'heure où les crimes étaient commis, il s'y trouvait. Il a fait l'objet d'un simulacre de procès sans avocat, sans aucun respect des garanties les plus élémentaires du droit à un procès équitable. Puis il a été condamné à mort pour guerre contre Dieu avant d'être pendu au mois de mai dernier. Majid est l'une des 835 personnes exécutées en Iran en 2023. Et ça, ce sont les chiffres officiels, car on peut imaginer qu'ils sont en réalité bien plus nombreux. Aujourd'hui en Iran, en 2024, depuis janvier, on compte une exécution toutes les 8 heures. C'est plus que la Chine par rapport au nombre d'habitants. La République islamique d'Iran détient le record. C'est le pays au monde aussi où on exécute le plus de femmes. Et comme vous pouvez le constater, nos médias n'en parlent pas. Le monde est silencieux. Vous savez, les gens de ma génération, ces enfants qui sont nés juste après la révolution de 79, on a un fort traumatisme ancré en nous. Nos parents ont été terrorisés par ce régime. Ils ont dû quitter leur pays. Et il n'y a pas un seul d'entre nous qui n'est pas un membre de sa famille qui a été torturé ou emprisonné par la République islamique. Ça signifie que nous, donc les enfants de nos parents, on a grandi dans la peur et c'est gravé dans notre ADN. Et vous savez ce que fait la peur? Elle vous empêche d'agir. Alors pendant plus de 40 ans,
À part quelques rares exceptions, personne n'a agi. Toute la diaspora iranienne avait mis un mouchoir sur les atrocités qui étaient commises par ce régime. Et on pensait tous, bah, il n'y a pas d'issue possible. On s'était dit, bah, c'est comme ça, on est né iranienne, notre pays est voué à rester aux mains des terroristes, ils sont assoiffés de sang, bah, voilà, c'est comme ça. Mais il y a une nouvelle génération en Iran. Et cette nouvelle génération, elle a dit, ça suffit. Ils n'ont plus peur. Ils maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux et ça leur a permis de voir qu'un autre mode de vie était possible. Et en fait, ils en sont au stade où ils sont prêts à mourir pour avoir eux aussi accès à cette liberté. Ils sont prêts à subir torture, viol ou mort. Ils sont déterminés. Il y a 2 jours de cela, une jeune Iranienne écrivait sur les réseaux sociaux: J'ai retiré mon voile, je ne le remettrai plus jamais. Si je le porte un jour, cela signifiera que je suis dans un cercueil et qu'ils me l'auront mis sur la tête. Depuis 19 mois, les Iraniens se battent seuls pour se libérer de l'islamisme. On a manifesté ici, là-bas. Là-bas, ils ont fait des grèves, ils ont fait voler les turbans des mollahs, ils ont dansé, ils ont chanté dans la rue. Tout ça était inimaginable il y a encore quelques mois de cela, enfin quelques années de cela. Et vous avez dû voir une déferlante de vidéos qui vous montrent ces femmes qui dansent, qui chantent, qui conduisent des motos, qui promènent leurs chiens. Tout ça est interdit. Et le tout avec les cheveux au vent. On a aussi vu des vidéos avec des hommes qui portent le foulard pour moquer les règles qui sont imposées aux femmes. Des hommes qui portent des shorts ou des cravates parce que ça aussi c'est interdit. Et en mars, les Iraniens ont fait encore un geste plus fort de désobéissance civile. Euh, À ce moment-là avaient lieu les élections législatives en Iran et il y a eu une abstention record. On estime que moins de 10% de la population a voté dans le cadre de ces élections. Pourquoi? Parce que les candidats avaient été présélectionnés, ils appartenaient tous sans exception au régime. Ils ont tout essayé pour faire en sorte que les gens participent à ces élections. Ils offraient des poulets rôtis à la sortie des bureaux de vote. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Iraniens meurent de faim, donc c'était un bon moyen d'essayer de les attirer. Rien n'a fonctionné. Nous, quand on s'est engagé dans cette bataille en septembre 2022, on pensait qu'on allait courir un sprint. On pensait que c'était évident qu'à partir du moment où le peuple iranien se soulèverait, à partir du moment où il ferait l'objet d'une répression sans précédent, on était persuadé qu'à partir de ce moment-là, l'Occident serait là pour nous soutenir et nous aider. Moi, j'étais persuadée qu'en décembre 2022, ce serait fini, ce serait plié. Alors oui, le mouvement Femmes, Vie, Liberté a eu droit à des actions symboliques, on a eu des chansons, on a eu des actrices qui se sont coupées les cheveux, on a eu des hommages, on a eu un jardin à Paris au nom de Massa Amini, Femmes, Vie, Liberté sur la Tour Eiffel, tout ça, on l'a obtenu. On s'est même vu décerner des prix, le prix de la laïcité, le prix Sakharov et même le dernier prix Nobel de la paix. Mais quand on creuse, le soutien obtenu, en réalité, n'a été que de façade. Et aucune mesure digne de ce nom n'a été prise contre le régime des mollahs. Et c'est de l'importance de nous aider dans ce combat-là, qui est le nôtre, et qui vise à obtenir le classement du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes, que je voudrais vous parler. Mais avant de vous parler de ça, je pense qu'on va vous diffuser une brève vidéo euh, qui devrait arriver dans les secondes. Le Hamas, le djihad islamique palestinien, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices irakiennes chiites. Mais ce n'est pas tout. Le corps des gardiens de la révolution islamique a également des bases en Syrie, des lieux stratégiques qui servent à organiser le terrorisme dans la région. De plus, il prête main forte à Bachar al-Assad dans le massacre de dizaines de milliers de civils syriens. Dernièrement, de nombreuses tentatives d'assassinat, mais également d'attentats, ont été déjouées à travers le monde. 3 en Amérique du Sud, destinés à tuer des juifs. 2 journalistes en Angleterre et un avocat en Espagne, et ce, juste sur les dernières semaines. Ils fournissent également des armes à Poutine pour pouvoir attaquer l'Ukraine.
Qu'attendez-vous pour agir? Ils ont tué en Iran, en Syrie, au Yémen, en Irak, en Israël et en Ukraine. À votre avis, qui sont les prochains? Négocier avec des terroristes est une aberration. 40 ans d'échec d'une politique due en même temps. Il est temps de soutenir le peuple iranien. Il est temps d'offrir au Moyen-Orient la paix. Il est temps de réaliser que leur but est la destruction de l'Occident. Classer le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Le temps de la complaisance a assez duré. Femmes, vie, liberté. Je suis désolée, je suis toujours un peu émue quand je vois ces images, même si je les ai déjà vues des centaines de fois. Euh, le monde entier sait aujourd'hui ce que nous disons depuis 19 mois. Plus personne n'ignore que la République islamique d'Iran est la tête de la pieuvre du plus grand réseau terroriste qui déstabilise le Proche, le Moyen-Orient et en réalité le monde entier. L'actualité de ces derniers mois, de ces dernières semaines, de ces derniers jours ne fait que confirmer ce que nous on dit depuis 19 mois. La République islamique d'Iran, c'est la cause d'une grande partie des maux de cette planète. Elle est la face cachée de l'attaque du Hamas en Israël. Elle fournit les drones à la Russie contre l'Ukraine. Elle nourrit le Hezbollah qui est en train de détruire le Liban. Elle finance les Houthis au Yémen. Et dimanche, la République islamique, et vous voyez bien que j'insiste, je ne dis jamais l'Iran, c'est la République islamique qui occupe l'Iran. Elle a franchi un cap. Elle a franchi un cap en attaquant Israël. Alors les preuves, elles sont flagrantes, elles sont irréfutables. La République islamique déstabilise le monde entier. Vaincre le Hamas, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, bien qu'il s'agirait déjà là d'une tâche ardue, ça ne reviendrait qu'à couper les tentacules d'une pieuvre sans viser le cœur du problème, qui est la République islamique elle-même. Alors pourquoi nos dirigeants sont-ils si attachés à cette République islamique? Pourquoi veulent-ils coûte que coûte continuer de négocier avec eux, de faire des deals avec eux? Ce soutien indéfectible, il ne date pas d'hier. Dès 1979, la France de Giscard d'Estaing et les États-Unis de Carter ont empoisonné l'Iran en y envoyant l'ayatollah Khomeini, qui était alors présenté comme un espèce de grand Gandhi, un sauveur de l'humanité. Mais on pourrait se dire, ils ont eu 45 ans pour se rendre compte de leur erreur, et pourtant, ça continue, et encore aujourd'hui. Biden, Borrell, Séjourné, tous continuent de vouloir discuter et négocier avec le diable. Donc, tout en affichant leur soutien de façade au mouvement révolutionnaire pour la liberté de la vie des femmes, l'Europe, les États-Unis et le Canada n'ont en réalité jamais abandonné l'idée de conclure un nouvel accord nucléaire avec les Mollahs. Le 18 mars dernier, la République islamique a été nommée à la tête de la conférence sur le désarmement de l'ONU. On dirait un titre du Gorafi tellement c'est improbable. Et un mois plus tard, elle attaquait Israël. Sans parler du fait que depuis de longs mois, comme je vous le disais, elle arme la Russie. On demande en vain, depuis septembre 2022, que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI,
soit inscrit sur la liste des entités terroristes. Vous avez dû entendre parler aujourd'hui encore du fait que les États-Unis allaient augmenter leurs sanctions, l'Europe allait augmenter ses sanctions, mais ce sont des sanctionnettes, si vous me permettez l'expression, puisqu'elles concernent toujours une entité ici. Alors là, aujourd'hui, pour l'Europe, ce serait de sanctionner ceux qui ont créé les drones. Mais on ne va pas taper là où ça fait mal. Sauf Israël qui allait taper sur deux gardiens de la Révolution qui étaient dans l'ambassade de Syrie. Mais je veux dire, avec les sanctions, on tape jamais là où il faut. On fait des petites sanctions ici à gauche, à droite, mais il suffit d'une vraie sanction, celle qui concernerait le corps des gardiens de la Révolution islamique. On a réussi quand même à convaincre le Parlement européen, quasi à l'unanimité, de voter en faveur d'une telle résolution. Mais lorsque le Parlement européen a demandé à l'Union européenne, donc le Parlement européen c'est une chose et après il faut que ça remonte au stade du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire au stade des ministres des Affaires étrangères. Donc quand le Parlement européen a demandé au Conseil de l'Europe de désigner le CGRI comme organisation terroriste le 18 janvier 2023, Josep Borrell, haut représentant à la politique étrangère, a affirmé ne pas être en position de les désigner comme tels, juridiquement, en indiquant, et je cite, vous ne pouvez pas dire je te considère comme un terroriste parce que je ne t'aime pas. Cela doit être fait lorsqu'un tribunal d'un État membre émet une déclaration juridique, une condamnation concrète. Et ensuite, nous travaillons au niveau européen. Voilà ce qu'a dit Josep Borrell. Alors, le nom de Josep Borrell vous est peut-être familier, puisque c'est aussi lui qui a expliqué au mois de janvier qu'Israël avait créé et financé le Hamas pour tenter d'affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah. Alors, avec d'autres avocats iraniens, on a établi un rapport juridique en juin 2023 pour démontrer à M. Borrell et au ministre des Affaires étrangères de tous les pays membres de l'Union européenne que les conditions qui étaient évoquées par Josep Borrell n'existaient pas, n'étaient pas applicables, et que les vraies conditions prévues pour un classement, elles, étaient déjà remplies. Est-ce qu'il a fallu, selon vous, attendre une décision judiciaire européenne qui qualifie Al-Qaïda d'organisation terroriste pour l'inscrire sur la liste? Est-ce qu'il faut une décision de justice pour la question, pour les fabricants des drones, là, pour les inscrire sur la liste? Il en faut pas autant. Et il n'en a pas fallu davantage pour inscrire la direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité, la branche militaire du Hezbollah, le djihad islamique palestinien ou encore le Hamas. Eux, ils ont tous pu être inscrits sans décision de justice. Mais en réalité, je vais vous dire, peu importe. Puisque depuis les déclarations de Josep Borrell, un jugement a été rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de Düsseldorf. Et ce tribunal a établi que le projet d'incendie qui visait une synagogue de la ville de Bochum en 2022 avait été planifié avec l'aide d'agences étatiques iraniennes qui sont en réalité, qui font partie du corps des gardiens de la Révolution. Donc ça, c'est pour l'Europe. Bon, l'ONU, vous avez bien compris, hein, on leur donne la tête du désarmement. Mais en France, ça n'a pas été mieux. À peine Stéphane Séjourné, qui était alors député européen et qui avait soutenu le classement du corps des gardiens du corps de gardiens de la Révolution islamique comme entité terroriste. Mais à peine a-t-il enfilé son costume de ministre des Affaires étrangères qu'il a choisi le jour où un manifestant iranien était pendu pour serrer la main de son équivalent iranien et pour le remercier pour, ce n'est pas une blague, le maintien de la paix dans la région. Quelle ironie! Quelle ironie à la lumière des événements de dimanche. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle dans tout ce brouhaha de mauvaises nouvelles. C'est qu'aujourd'hui, quelques minutes avant de vous rejoindre pour cette conférence, nous avons réussi à convaincre enfin 2 députés de la majorité de porter un projet de résolution au sein du Parlement français. Alors, c'est une petite victoire importante, mais je vous invite à lire l'article du Figaro qui est paru quelques minutes avant que la conférence ne commence,
puisqu'il y est indiqué que le Quai d'Orsay grince des dents. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a vraiment une volonté au niveau du gouvernement de maintenir des rapports cordiaux avec la République islamique, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas moi qui vous raconte des histoires, c'est la réalité telle qu'elle est. Mais l'Europe, la France ne sont pas les seuls à être les complices du régime barbare et terroriste de Téhéran, puisque en septembre dernier, alors qu'on s'apprêtait à souffler la bougie du premier anniversaire de la révolution en cours et de la mort de Mahsa Jina Amini, Joe Biden a dégelé 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens. Et à peine 2 semaines plus tard, le Hamas frappait. Alors vous vous dites, ben, dans ce cas-là, on sanctionne, on reprend des mesures, ben, pas du tout. On l'a récompensé, la République islamique, puisqu'il a dégelé encore plusieurs milliards d'avoirs, je crois à peu près une vingtaine de milliards d'avoirs supplémentaires depuis. Et cerise sur le gâteau, il y a 2 semaines de cela, plutôt que d'accroître les sanctions, Joe Biden a retiré celles qui pesaient sur la Société des télécommunications de la République islamique. Vous savez, cette même société qui, pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté de septembre 2022, a coupé Internet dans le pays afin de massacrer la jeunesse et les manifestants à huis clos. Donc, au lieu de sanctionner, au lieu de punir et au lieu d'anéantir la République islamique d'Iran, eh ben, on l'a récompensé. On lui a permis de présider le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de présider, comme je vous le disais aussi, la conférence de l'ONU sur le désarmement. Alors, vous l'aurez compris, la politique de l'Europe, des États-Unis et de l'Occident, c'est de tendre l'autre joue depuis 45 ans. Pendant ce temps-là, Israël est en danger. Le destin de la population iranienne est étroitement lié à celui d'Israël et c'est ce qui explique que depuis plusieurs jours, les Iraniens en Iran prennent des risques inconsidérés pour se rendre dans les rues, taguer, s'il vous plaît, Israël, tapez-les. Les Iraniens le réclament, ils réclament qu'on les sauve en fait. Ils réclament ces frappes chirurgicales dont est capable Israël euh, pour les débarrasser de ce régime. Et je pense que le régime sent qu'il est un peu en train de perdre pied. C'est ce qui explique les frappes sur Israël, mais c'est ce qui explique aussi, et je vous disais que le destin d'Israël est étroitement lié à celui de la population iranienne, que la répression a repris de plus belle. Et j'ai un exemple à vous donner là-dessus, c'est celui de Mobina Rostami, dont la photo devrait vous être présentée là d'ici quelques instants. Mobina Rostami est une joueuse de volley de l'équipe nationale. Et elle a écrit sur son compte Twitter: En tant qu'Iranienne, j'ai profondément honte de l'attaque de la République islamique contre Israël. Mais sachez que nous, peuple iranien, aimons le peuple israélien et détestons la République islamique. Mobina vient d'être arrêtée par le régime. Alors vous allez me dire, que faire? Eh bien, je vais vous répondre. La résolution dont je vous parlais, la résolution que courageusement 2 députés de la majorité ont finalement accepté de porter, je peux vous assurer que ça fait 19 mois qu'on y travaille avec de nombreux députés. Ces 2 députés qui ont accepté de la porter, cette résolution va être votée au sein du Parlement français le 17 juin prochain. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à interpeller les députés pour qu'ils la votent, les députés de votre circo. Écrivez-leur un mail pour leur dire, s'il vous plaît, votez cette résolution, elle est importante. Et puis, par ailleurs, aidez-nous à interpeller notre ministre des Affaires étrangères, nos eurodéputés. Les élections arrivent à grands pas. Si je vous ai convaincu du danger et de la nécessité d'agir, faites aussi intervenir vos contacts influents. Parlez-leur. Mettez-nous en contact avec eux afin qu'on puisse leur expliquer la gravité de la situation. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous avez un pouvoir que vous ignorez, celui de nous aider à faire monter cela sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rejoindre nos pages Instagram, X, LinkedIn. Vous pouvez nous faire des dons en achetant nos goodies sur Hello Asso. Et surtout, vous pouvez nous aider à réclamer de l'Europe, du président Macron, de Stéphane Séjourné, qu'ils nous soutiennent.
La République islamique d'Iran a anéanti mon pays d'origine. Mon pays d'origine vit sous une chape de plomb et il est gouverné par des terroristes. Ne la laissons pas anéantir nos valeurs universelles. Ne la laissons pas détruire notre liberté et notre laïcité. Parce qu'un Iran libre, c'est la victoire de notre civilisation sur l'obscurantisme. Femme, vie, liberté. J'en ai terminé, Sonia. Bravo, bravo à toi. Ton message est poignant. C'est terrible ce que tu nous racontes. En effet, on, on- on- je, je demande aussi du soutien aux femmes iraniennes. Je ne sais pas comment on peut faire pour vous aider. Bon, sur les réseaux sociaux, bien sûr, à parler. Nous avons avec Chaparak une conférence au Sénat le 17 septembre. Vous pouvez aussi nous rejoindre et être nombreux à nous écouter. Voilà. Merci, On va. Sonia. Je vais donner la parole à Sonia. Je vais juste te dire mon ressenti. Moi, ce que vous avez dit m'a bouleversé. Je crois que ça a bouleversé tout le monde. C'est ce qui a été dit par plusieurs personnes. Je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous dès demain parce que il faut effectivement qu'on fasse des choses ensemble et plus on sera différent dans les actions qu'on mène, plus on sera vu. Voilà, Merci. merci encore et Sonia, je te laisse, je te Eh donne. bien, je redis exactement la même chose. Merci au nom de notre association Dimi Watch. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience qui nous a vraiment émus ce soir. Et nous continuerons le combat. Combat, résistance au féminin et au masculin aussi, hein, On a parce, besoin des parce hommes. que nous, on a besoin des hommes et ce sont nos frères et dans le combat aussi. Voilà. Donc, j'espère qu'on continuera toutes les deux et avec d'autres à combattre et c'est qu'un premier rendez-vous, il y en aura plein d'autres.